Aujourd'hui, Martin Fayulu demande les dialogues. Est-ce qu'il a emboîté les pas du pouvoir en place ou c'est juste une initiative privée ou initiative entrant dans les cadres de son parti politique? Nous allons en débattre avec Jean-Baptiste Mouindo. Bienvenue. Merci, David. Vous avez été nommé, directement. Vous avez été nommé comme président adjoint. Premier vice-président. Premier vice-président de l'ECD. Ouais. Premier vice-président. Alors, toutes les félicitations de votre nomination. Alors, on commence à voir changement des fréquences chez Martin Fayulu. Il est un peu dur, mais là, aujourd'hui, il veut dialoguer. Est-ce qu'il y a changement de dialogue? D'abord, l'appel au dialogue a été lancé à l'issue du Conseil national de notre parti SID, conseil tenu du 1er au 5 mars de cette année. L'objectif du Conseil national était examiner à profondeur la situation politique sécuritaire de notre pays, 2, évaluer le processus électoral 2023. Et à l'issue du Conseil national, voici la résolution numéro 6 qui a été adoptée par tous les délégués au Conseil. La résolution est stipulée comme suit. Oui. Vu l'ampleur de la désunion nationale, résultat du hold-up électoral de 2018 et du simulacre d'élection de 2023, le Conseil national de l'ECD invite le Bureau national à solliciter l'implication des pères spirituels du pays pour faciliter des discussions entre filles et fils du pays autour du thème vérité, réconciliation, cohésion nationale. L'objectif est de contrer le plan de balkanisation, de mettre fin aux crises politiques récurrentes et de donner au pays une chance de se reconstruire. Nous sommes le 5 mars 2024. Le 5 mars. 5 mars Et là, de cette année. C'est la déclaration de votre parti. La déclaration, l'appel lancé par le Conseil national. Et nous donnons mandat au Bureau national, présidé par Martin Fayulu, d'amorcer des démarches vers le père spirituel pour qu'il facilite des discussions entre fils et filles du pays. Parce que nous nous rendons compte que, à la suite du hold-up électoral de 2019 et du simulacre d'élection de 2023, la désunion entre filles et fils du pays est tellement profonde, alors que la menace de balkanisation du pays est plus avancée que jamais. Or, dit la Bible, un royaume divisé ne peut jamais subsister. Et nous nous rendions compte que si, par exemple, la désunion issue de 2019-2023 ne trouve pas une solution, il est inimaginable que des Congolais de tous bords s'impliquent, par exemple, dans un front diplomatique commun contre le Rwanda. Il est inimaginable qu'il y ait des démarches communes que les Congolais peuvent soutenir de part et d'autre, alors que nous n'avons que le Congo comme seul pays que nous devons sauver. Alors, en exécution de cet appel, disais-je, le 30 juin, le président Martin Fayulu a lancé l'appel à ces termes. Le pays a besoin de la cohésion nationale. Nous devons nous réunir avec toutes les parties prenantes, sous l'égide de nos pères spirituels, afin de trouver des solutions adéquates pour défendre notre pays contre les agressions extérieures et également garantir des élections transparentes, impartiales et apaisées qui permettront au pays d'avoir des dirigeants légitimes. Il ne s'agit pas de partager le pouvoir, mais de sauver le pays de la balkanisation, de mettre fin aux crises politiques récurrentes et d'assurer le bien-être de notre peuple qui souffre. Brièvement, 2 principales menaces, David. La première, c'est la menace d'agression. Nous constatons ce qui suit.
Depuis le mois de mai, par exemple, le M23 RDF a fait sauter le verrou de Kanyabayonga. Et donc, 4 territoires échappent au contrôle du pouvoir à place. Même à l'heure où nous parlons, Félix n'est pas en mesure de fouler ses pieds à Kirumba, à Rubaya, à Kiwanja, Bunagana, depuis le 13 juin 2022. Et toutes choses étant égales par ailleurs, si rien ne change, nous risquons d'être surpris qu'un nouveau verrou ait sauté à faveur de l'agresseur, peut-être un verrou vers le sud Kivu, peut-être un verrou de Butembo Beni, ou vers Walikale. Et si cela arrivait, nous risquons de nous retrouver dans une situation identique à celle de 98, dont il est dit au paragraphe 2 de notre Constitution que la crise a atteint un relief particulièrement inquiétant. Et si nous atteignons ce relief, sortir de cette crise risque de nous exiger et Sun City bis, qui ne sera pas facile à obtenir. Deuxième grande menace, nous ne pouvons plus nous faire d'illusions que 2028 sera différent de 2023 ou de 2019. Le pouvoir de Félix s'est illustré dans les hold-up électoraux. Nous savons comment il est arrivé au pouvoir en 2019. Comment les simulacres d'élections de 2023 se sont passés. Si tous les Congolais restent bras croisés, que le pouvoir tripatouille à nouveau la Cour constitutionnelle, la CENI, la loi électorale et tout ce qui entoure la préparation vers les élections de 2028, eh bien, ce 5e cycle électoral risque de conduire notre pays au déclin du Congo. Et au regard de ces deux grandes menaces, nous nous disons, proposons une alternative. Table ronde entre fils et filles du Congo autour du thème vérité. Qu'on se dise droit dans les yeux. Kabila autour d'une table. Katumbi, Fayoulou, Tshisekedi, Mukwege, toutes les parties prenantes, importantes, société civile, du moins les grandes tendances. On se parle. Qu'est-ce qui nous divise? Vérité. Et autour de cette vérité-là, est-ce que nous pouvons nous réconcilier? Sous quelles conditions? Et réconcilier, est-ce que nous pouvons construire la cohésion nationale? C'est la finalité de cette table ronde-là. Parce que nous estimons que, unis, nous pouvons mener un front diplomatique tel que nous allons contraindre le Rwanda à retirer ses forces de notre territoire. Unis, nous pouvons amener les partenaires de la RDC à adopter des sanctions économiques, financières contre nos agresseurs. Et nous aurons sauvé notre pays. Mais j'attends de voir, et mon co-débatteur qui vient ici, nous sommes le plus conscients que pour nous, le pouvoir, Félix, il est né d'un hold-up. Nous n'attendons rien de transparence. Mais en même temps, nous nous disons ce qui suit, qu'il y a un pacte républicain, le pacte de Sun City, que nous devons sauver. Ce pacte-là est venu mettre fin à des crises politiques récurrentes. Nous ne pouvons plus accepter aujourd'hui que notre pays retombe, par exemple, dans une expérience de coup d'État du 24 novembre 1965. Schéma Traoré, schéma Burkina Faso, nous savons comment ça commence et on ne sait jamais comment ça se termine. Je suis du Nord Kivu, nous avons l'expérience de l'état de siège, ça fait plus de 3 ans. Les militaires ont pris goût au pouvoir, les populations croupissent sous ce régime militaire. D'autres envisagent déjà sous ce qui se passe à Rutshuru, les schémas AFCM 23, mais nous ne sommes pas sympathisants de tels schémas parce que nous savons, en 97, nous avons vécu l'AFDEL, piloté par Laurent Désiré Kabila, lui-même animé par les sentiments patriotiques, il s'est retourné contre ses alliés et il a dit ne jamais trahir le Congo.
Est-ce que nous voulons donner à nouveau aujourd'hui la voix à ceux-là, les porteurs de l'AFDEL, leur donner la chance qu'ils viennent placer un nouveau Bizimungu Bis à la tête de la RDC et placer un Kabarebe aux commandes de notre armée, prendre le contrôle de l'appareil sécuritaire, et à quel prix nous allons à nouveau libérer notre pays de l'emprise de l'agresseur? Nous estimons que ces schémas-là non plus, tout comme le schéma Mobutu de 65, ne conduit pas notre pays au salut. Il y a un troisième courant dans l'opinion, à part ces deux courants. Il y a ceux qui pensent, croisons le bras, laissons Félix faire comme en 2019-2023, laissons-les tripatouiller la CENI, tripatouiller à nouveau la Cour constitutionnelle, accompagnons-les, assistons-les paisiblement jusqu'à 2028. Mais non, nous disons, au regard des frustrations nées du hold-up de 2019, des frustrations et des révoltes nées du simulacre d'élection de 2023, si nous ne prenons pas des mesures correctrices... Est-ce que vous continuez toujours à faire confiance à votre partenaire? Parce que déjà, votre prédécesseur a dit, il y a un problème de confiance. À chaque fois, lorsqu'ils font confiance au président Tshisekedi, ils sont toujours déçus. Oui, avec raison. Oui, alors maintenant, pourquoi c'est seulement aujourd'hui que vous vous réveillez? Il y a ceux qui disent que vous voulez donner des béquilles au gouvernement en place. C'est différent de ce qui a été signé à Katimini, accord FCC Cash. C'est différent de la messe des consultations nationales de 2020. Ils ont signé des choses. En quoi ça sera différent? Différent d'abord, nous disons que c'est sous l'égide des pères spirituels. Félix devrait y être invité comme une partie prenante, au même titre que toutes les autres parties. Je venais de vous citer, par exemple, des parties prenantes majeures dans ce pays. Et publiquement, nous disons, voici ce dont nous parlons. Vérité, réconciliation, cohésion nationale. Alors, c'est quoi la différence entre dialogue de Saint-Sylvestre et celui que vous voulez? Parce que Saint-Sylvestre, ce sont les prêtres qui l'ont convoqué. Effectivement, Saint-Sylvestre, nous sommes arrivés là. D'un côté, rappelez-vous, à la suite du hold-up de 2011, Étienne Tshisekedi ne reconnaissait pas le pouvoir sous Joseph Kabila. Mais nous avons dit, nous arrivons à 2016, le pays, il n'y a pas élection, le pays est à passe de basculer dans une crise, les pères spirituels nous réunissent, un accord est signé, nous sauvons l'accord, la constitution née de Sun City, mais également nous disons, nous sommes dans une situation exceptionnelle, un accord est conclu, additionnel à la constitution, et nous disons, nous créons l'organe Sensa, qui devait être chapeauté par feu Étienne Tshisekedi, pour piloter les réformes majeures, devant nous conduire à des élections transparentes et apaisées à la fin de l'année 2017. Nous sommes d'avis que si le malheur ne nous était pas arrivé, entraînant le décès de feu Étienne en février 2017, eh bien, la situation aurait changé. C'est une expérience pour nous qui peut être améliorée et de laquelle nous pouvons tirer des leçons. Alors, dans ce cas-là... C'est différent des consultations de l'Union sacrée, c'est différent des accords FCC Cash conclus à Katimini pour des intérêts particuliers. Et là, puisque vous parlez, s'il y a un organe qui parvenait à être créé, Fayulu en ferait partie. Fayulu accepte de co-gérer avec l'UDPS. D'abord, pour nous, Fayulu n'a jamais accepté, il n'est même pas parti à l'Union sacrée. Il n'est pas question pour nous de participer à des institutions du régime. Mais par contre, nous disons ceci. Allons-nous parler. Il est possible, par exemple, que les parties prenantes se parlent à toute franchise, que le conduise, par exemple, Félix, à comprendre qu'il est un problème et qu'il faille qu'il se retire des missions, par exemple. Il est aussi possible qu'en réconciliation, on trouve des mécanismes comme 2016. Mais pour Fayulu, il n'est pas question de faire partie des organes dirigeants
du régime, mais nous disons, chaque parti vient avec un cahier de charges, on se parle entre nous et on reconstruit la cohésion. Parce que comme je le disais, si nous laissons les choses aller telles qu'elles sont, et que par exemple, comme je le disais, M23, FC prennent à nouveau le contrôle de nouvelles entités, et qu'on approche par exemple 2026, l'enrôlement est lancé, 2027, des entités du Nord Kivu, du Sud Kivu ne sont pas à nouveau associées à des élections. Quel sera le sentiment de ces populations de Rutshuru qui ont déjà été exclues des élections en 2023 et qui, sous la menace de la guerre, d'agression, risquent de se retrouver? Ça fait déjà 2 ans que Bunagana est sous occupation. Aucun signe qui nous indique que dans 3 mois, dans une année, Bunagana sera libéré. Et donc nous pouvons nous retrouver facilement 2026, 2027. On veut lancer l'enrôlement ailleurs et on se rend compte que 5 ans, Bunagana sous occupation, qu'ils doivent à nouveau être exclus, ils vont se sentir rejetés. Mais de l'autre, Félix peut tirer prétexte de dire il y a 6 ou 8 territoires de la République qui sont sous occupation de l'agresseur. Nous ne pouvons pas aller aux élections. Il tire prétexte pour se maintenir au pouvoir au-delà même de 2018. Donc, les dangers sont immenses. 2028. Au-delà de ça, le drame humanitaire vécu au Nord Kivu. Vous avez suivi le lundi. Le pouvoir à place a organisé un simulacre de funéraires. Non, il ne faut pas dire ça. Nous étions sur place. Nous étions sur place. On a vu. David. Mais sur base de quoi vous dites que c'est un simulacre de funérailles? Un simulacre funéraire. Sur base de quoi? Une moquerie contre les victimes. C'est quoi cette moquerie? D'abord, comment vous avez associé les familles victimes? Les avez-vous identifiées? Les avez-vous réunies? Pourquoi le ministre quitte précipitamment les lieux d'inhumation et on laisse aux petits-enfants et aux femmes, n'est-ce pas, les soins d'enterrer les 217 cercueils? Est-ce qu'ils ont laissé les petits-enfants ou bien ce sont les images qui ont été mal prises par des réseaux sociaux et aussi par des politiques pour pouvoir un peu créer ces buzz-là? Ce qui est vrai, c'est que le ministre qui était là est sorti à peine que le 5e cercueil était plongé. Non, c'est pas le 5e cercueil. C'est pas le 5e cercueil. Nous étions, j'ai couvert ça. Et j'ai vite compris que ce sont les gens qui ont mal pris ça. C'est qu'il y a eu des cercueils qui ont été amenés là-bas avec des gros camions. Alors lorsque ça a été enterré, c'était presque la moitié. Et la moitié, déjà, il faisait presque tard. Les gens devaient rentrer. Et quand ils devaient rentrer, souvent c'est derrière là qu'il y a eu des gens, une dame qui a voulu un peu se faire un peu des buzz. Et les conséquences sont là. Voyez-vous, par exemple, 217 personnes. Et à plus, le pouvoir dit bien, ils sont morts de faim, ils sont morts de maladie, ils sont morts par manque d'hygiène. Ils sont morts. Ce qui relève de la responsabilité. Il y a 2 co-responsables. Il y a d'un côté l'agresseur qui a chassé ces populations de leurs maisons, de leurs champs. De l'autre, il y a le pouvoir qui n'est même pas en mesure d'amener de l'eau à boire, d'amener à manger, d'amener des soins de santé aux déplacés. Et qui ne s'illustre pas. Et puis, si nous devons enterrer 217 personnes, 217 Congolais, mais ça s'est fait à l'improviste. Même les habitants de la ville de Goma sont surpris par un communiqué seulement le samedi pour une cérémonie de lundi. La société civile n'est même pas... Ce n'est pas là le sujet. Donc la manière dont le pouvoir gère le pays fait en sorte que le pays est exposé. Est-ce que vous ne voyez pas que vous aussi, les politiques, vous tirez aussi des ficelles par rapport à ça? Non, nous disons... alors qu'une chose peut être très simple, mais vous avez voulu un peu tirer des ficelles et j'ai vu, et parce que j'ai vite compris qu'on a un sens pas patriotique. Les gens peuvent avoir leur position politique, ça c'est tout à fait légitime, mais le fait maintenant de jeter un certain discrédit par rapport à certains efforts,
là, ça ne donne pas le pays. Il y a nécessité de construire la cohésion autour des valeurs majeures. Par exemple, des morts de nos compatriotes. Pourquoi ça devait se faire de cette manière-là, alors qu'une cohésion avec la population concernée devait être organisée? Mais pour revenir à notre sujet ici, nous estimons que, d'un côté, la désunion entre fils et filles du Congo, elle est profonde, à la suite des hold-up électorales de 2019, des simulaires d'élections de 2023. Ceux qui ont participé à l'Union sacrée, ils nous montrent que l'Union sacrée elle-même est à désunion. Et donc, un royaume divisé ne peut pas gagner la guerre. Mais de l'autre, la menace est plus forte que jamais. Si je n'insistais que sur la menace du M23 à RDF, mais voyez ce qui se passe dans les Bazouélé avec les Mbororo. Voyez ce qui se passe dans le Maïndomé avec les Mobondo. Voyez ce qui se passe dans le Katanga. Voyez ce qui se passe ça et là. Donc, si on ne prend pas des mesures fortes qui nous permettent non pas de partager les gâteaux. On n'a pas forcément... Mais le président risque aussi de glisser, comme c'est fut le cas en 2016. Parce que quand vous demandez les dialogues, il peut glisser au lieu d'aller en 2028 jusqu'à l'année 2030. Et ça, c'est les schémas que vous voulez aussi emprunter. Nous sommes à 2024. Nous disons... Mais lui, il peut prendre l'occasion aussi pour glisser. Et puis, au lieu d'organiser les élections en 2028, on peut aller 2030, 2032. Pourquoi pas? David, voyez par exemple ce qui vient de se faire à Rubavu. Et là, le pouvoir doit nous dire la vérité. Rubavu, c'est à Gisenyi. J'ai lu Afrique Intelligent qui dit le service de renseignement RDC, Rwanda, serait parvenu à un accord probable. Là, ce sont là, ce sont peut-être des suppositions. Non, c'est à la suite du processus de Luanda. Vous avez suivi ce qui s'est passé. L'un des médiateurs, des négociateurs congolais, Serge Tchibangoumi, de côté. Et pendant que c'est pour parler, ces discussions sont à court, on nous parle depuis le 21 mars d'un plan de neutralisation des FDLR. Ce plan-là qui serait exécuté simultanément avec le désengagement des forces et probablement avec la participation de l'armée rwandaise. Donc il y a des questions qui se posent. Comment à la fois le Rwanda serait associé à des opérations de neutralisation des FDLR et qu'au même moment ces mêmes unités doivent être en train de se retirer? Donc il y a des questions existentielles qui risquent de nous plonger davantage dans un flou que dans un cadre des responsables congolais, où on se parle vérité, réconciliation, cohésion nationale, nous pouvons constituer un front commun. Je rappelle que c'est grâce à la cohésion nationale que nous avons tenu en échec le plan de balkanisation du pays à 98 jusqu'à 2003. C'est grâce à la mobilisation collective que nous obtenons par la cohésion nationale que nous avons tenu en échec l'évasion de la ville de Bukavu en juin 2004. C'est grâce à la mobilisation collective que nous avons tenu à nouveau en échec l'évasion de notre pays par la chute de Goma en novembre 2012. Mais aujourd'hui, pendant que nous sommes à plus de 2 ans d'occupation de Bunagana, pendant que Kirumba, Kanyabayonga, Kiwanja, Mouchaki, Rubaya occupés, eh bien, on est totalement amorphe sur toutes les terrains de la République. Ce qui se passe, personne ne contrôle. Nous disons, cette situation-là profite à l'ennemi, qui risque de nous surprendre par la matérialisation de ce qu'ils ont toujours visé. Balkaniser la RDC et notre désunion joue à sa faveur. Voilà. Il est temps qu'on se parle pour sauver notre pays de cette menace, mais également pour nous garantir que les élections prochaines soient transparentes, crédibles. Est-ce que ce n'est pas bon pour terminer de ce que nous avons vécu en 2023 et en 2019. Est-ce que ce n'est pas la réponse
à la demande du président Félix Tshisekedi? Non. Je vous ai dit, nous avons lancé... Oui, mais vous pouvez maquiller ça, vous dites, mais et puis... Et puis, je vous rappelle déjà qu'en avril 2019, Martin Fayoulou avait lancé le plan de sortie de crise. Et les mêmes personnes qui sont parties à l'Union sacrée, à ce temps-là, ont dit que Martin Fayoulou était demandeur d'un poste. Lorsqu'ils sont partis en 2020, alors que le plan avait été lancé en avril 2019, Martin Fayoulou n'est pas parti parce que nous avons dit, pour nous, il faut que ça se passe sous l'égide des pères de l'Église, que ça se passe à toute transparence, que ça ne soit pas un schéma pour aller accompagner ce qu'ils ont appelé la vision du chef de l'État. Non, nous disons vérité, réconciliation, cohésion nationale, unis, nous pouvons sauver notre pays de la balkanisation. Merci. Désunis, nous risquons d'assister au déclin de la RDC. On serait en train de parler de la RDC comme de l'ex-Yougoslavie. Ça, nous ne voulons pas vivre comme arriver à ça. Voyez ce qui se passe à Libye. Voyez ce qui se passe au Soudan. Voyez ce qui se passe à Somalie. Voyez ce qui se passe à Haïti. Nous pensons que si les fils et filles du Congo se retrouvent, se rencontrent, se parlent droit dans les yeux, sous l'égide de nos pères spirituels, nous pouvons arriver à nous mettre ensemble, à prendre des mesures qui garantissent l'application des réformes et nous pouvons surprendre le monde, faire preuve de grandeur comme à la table ronde en 1960 et sauver notre pays de la menace de balkanisation, sauver notre pays des crises politiques récurrentes qui risquent de s'amplifier. Si nous laissons à nouveau le pouvoir Félix tripatouiller la CENI, tripatouiller la Cour constitutionnelle pour faire un simulacre électoral par lequel il va désigner un dauphin de en 2028, eh bien, nous aurions été complices du déclin de notre pays. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Christopher Ochokoum. Portez-vous très bien. À très bientôt.